Mais à quoi on va s'attaquer avec mon ami Benjamin Durand? Ben, au double blanc des Beatles. Un double album, encore un. On en a déjà parlé pas mal. De toute façon, on va diffuser ça de façon un peu disparate, hein, les discographies, c'est ça qui est marrant aussi. Nous sommes en 68, Benjamin, et le double blanc va être premier double album des Beatles, c'est pas super. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Les Beatles ont arrêté la scène, ça, vous le savez. Brian Epstein est mort, ils sont un peu livrés eux-mêmes, ils font Magical Mystery Tour. Et juste avant de partir en Inde, alors comment déjà, pourquoi ils décident de partir en Inde déjà? C'est Harrison qui est allé plusieurs fois, qui leur dit venez, on va se retrouver là-bas, enfin on va se retrouver, je veux dire spirituellement ou... Oui, il donne suite en fait à l'invitation que le Maharishi Mais Mahesh oui, la Yogi conférence de Bangor. de Bangor au pays de Mais Galles. oui, voilà, tu vois, j'avais la réponse, mais c'est bien que tu le dises. Oui, oui, il y a une conférence de Bangor, d'ailleurs, où Jagger participe, mais Ah contrairement oui. non, mais justement, contrairement aux Beatles qui vont se faire un peu entuber par le Maharishi, ça c'est... Les Stones vont jamais tomber là-dedans, hein, ou à l'image d'un Tansen aussi qui sera complètement gaga de mère baba. Sans mauvais jeu de mots, je l'ai pas fait exprès, gaga baba. Alors, enfin, en tout cas, donc ils sont prêts à partir en Inde et ils vont faire une dernière session en Angleterre où ils vont enregistrer deux titres, Lady Madonna et Hey Bulldog. Et pour Jeff Emerick, c'est peut-être la dernière vraie session des Beatles où ils sont encore les Beatles comme ils les avaient connus en 62, quoi. Oui, oui. C'est une session qui se passe de façon magnifique, apparemment. Oui, avec déjà dans cette session-là la volonté de revenir aux racines, puisqu'ils font vraiment un espèce de retour quasiment à un rock and roll formellement issu des années 50 Oui, sur Lady avec Madonna. un swing, etc. Enfin, même avec Bulldog, quelque part, Ouais, ouais. Mais même le Bulldog même qui si les finit, guitares ouais. sont péchues, un petit peu Pour moi, boostées, c'est un peu comme sur Cream. dans le top 3 des meilleures chansons des Beatles pour moi, Hey Bulldog. D'accord. Et permettez-moi de le dire. Mais donc voilà, c'est un retour aux sources qui semble plaire à tout le monde. Ils enregistrent aussi, non, au titre qu'ils enregistrent à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, c'est Across the Universe aussi. Ah, c'est vrai que ça Qui date de enregistre à là, ce ouais. moment-là, c'est vraiment une chanson où Lennon se prépare psychologiquement à Ouais. ce que va être l'expérience en Inde. D'ailleurs, tu Avec as raison, c'est illustré par Across the Universe, les images de l'Inde qu'on voit dans Absolument. l'anthologie. Ouais, ouais. Absolument, avec l'anecdote assez savoureuse Ex- du fait qu'il voulait avoir des chœurs Mm. très très haut perchés pour le refrain de Across the Universe. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils se disent qu'ils ont les fameux Apple Scuffs, c'est-à-dire les fans qui campaient en Et permanence apparemment devant les grilles du studio Abbey Road. Ils sortent du studio pour demander à deux filles choisies au hasard de rentrer dans le studio avec eux pour faire les chœurs Ah, c'est génial. Et là-dessus. c'est quasiment du coup, alors tu vas me dire si je me trompe d'un point de vue chronologique, c'est quasiment presque la première fois qu'il y a des musiciens extérieurs aux 4 Beatles qui jouent du coup, à part George Martin, je veux dire hors cercle Beatles, parce que ça va être le cas pendant l'enregistrement du blanc, on y Bah, reviendra. non, quand même, parce qu'il y avait quand même déjà tous les musiciens Oui, d'appoint, les Alan ouais, mais Civil. au chant, une voix des Beatles. Ah, par rapport au chant, oui, Parce qu'on dit qu'il y a la voix de. Bon, c'est un autre débat, mais c'est intéressant. Bah, il y a tous les choristes sur Yellow Submarine quand même, tous les Mind Faithful, Ouais, les gens comme ça. c'est vrai, mais bon, c'est pas vraiment des. C'est des bruits plus que des voix. Bah, ils font les chœurs, ils reprennent tous en Ouais, chœur. donc t'as raison, bon, j'ai pas raison peut-être là-dessus. Mais non, mais c'est vrai que très peu de gens ont posé leur voix sur un disque des Beatles. Il y a Geoff Emerick qui fait Number 9, Revolution Number 9. T'as Yoko qui chante dans Happiness is non, dans Bungalow, machin. The Concerning Story of Bungalow Bill. Et merci. Et deux, trois autres exemples. Et les chœurs horribles de Spector sur le Let It Be aussi, où là il y a pas mal de monde qui Ah oui, compose oui, de non, sa mais là, voix. ça Mais se bon, part bien bref, après, donc tout du ça. coup là ça se passe encore super bien. Et là, l'Inde va un peu transformer le groupe. Comment ça se passe finalement là-bas, la voyage? Parce que ils partent tous ensemble et finalement ils reviennent. Enfin, Ringo comment ça se passe? Qu'est-ce que tu sais de l'ambiance là-bas, à part que Ringo supporte pas la bouffe et qu'il emporte des tonnes de haricots en boîte parce qu'il avait vachement de tabous alimentaires ayant eu des problèmes dans son enfance avec la bouffe et tout. Enfin, comment ça se passe là-bas? Bah, surtout, ils vont en Inde vraiment pour parfaire leur initiation à la méditation transcendantale. Il faut pas y voir non plus un truc trop sectaire. Je pense que Ouais. c'est des gens qui ont besoin d'un petit peu
euh, de spiritualité, je sais pas, mais en tout cas de faire De de remettre, ouais, de remettre un petit peu d'ordre dans leur tête, etc. après la par rapport Beatlemania, à... il en fallait. Hein, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc et puis ils ont une. C'est la mort d'Epstein. Et puis ils ont aussi, un espèce de besoin d'ouverture sur le monde et sur ces cultures qu'ils ont pu un petit peu expérimenter musicalement avant, mais ils ont un peu envie de voir d'autres paysages, etc. Et effectivement, il faut imaginer le choc que c'est pour eux de découvrir cette Inde extrêmement mystérieuse, extrêmement basique. Pour toi, il se retrouve quand même dans un espèce, enfin je sais pas, je me trompe peut-être, mais un espèce de Club Med pour Anglais riches quand même. Ils sont Je pense pas qu'on puisse qualifier ça comme Non, ça. non. Non, je pense que les conditions là-bas étaient extrêmement spartiates. Alors certes, ils ont comme voisins d'autres occidentaux comme Mike eux. Love, Alors voilà, la sœur de Mia Farrow. et puis Prudence. et Mia Farrow elle-même d'ailleurs. D'accord. Ouais. Des gens comme Donovan aussi, Ouais. donc il va avoir une énorme importance parce que Donovan va lui aussi apporter les guitares comme les Beatles et il va enseigner les techniques, notamment le finger picking Lennon, à John Lennon. Et donc voilà, en Inde avant tout, notamment après le départ de Ringo, ils vont. Ringo, il part au bout de quoi? 3 Au bout semaines? d'une semaine. Ah une ouais, semaine. il tient pas le coup quoi. Ouais, non, une semaine. Une semaine, je crois que McCartney reste 2 semaines, pas beaucoup plus. Ouais. Lennon va rester 1 mois et demi, il me semble, et George Harrison au moins 2 mois et demi ou 3 mois, ouais. Et du coup, apparemment, quand ils reviennent, d'abord pour enregistrer Jude Revolution ou pas? Je pense. Non, ils enregistrent un petit peu des trucs. Effectivement, Parce que dès Revolution 1 est un des premiers trucs enregistrés. Non, Mais mais ils là, c'est déjà enregistrent pour aussi. le double blanc, ça. Je parlais vraiment du fait quand ils se retrouvent. Non, mais. Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a une réunion avant Esher. Ouais, non, mais même avant le blanc où Geoff Emerick les revoit pour la première fois et tout de suite il voit que il y a un truc qui s'est brisé là-bas, quoi. Oui. Les mecs ont changé du tout au tout. Bah oui, notamment, C'est assez. notamment à cause de Lennon. Je pense que le principal problème, à mon avis, le principal problème, c'est John Lennon. Ouais. Tu Parce crois parce que John Lennon, avant de partir en Inde, en fait, avait vraiment. Il divorce, en plein divorce. Hein. Pas encore. Enfin, en tout cas, il le laisse sur le quai du train à Bangor. Oui, Cynthia. oui, non, mais bon, ça n'allait pas. Mais John Lennon, à ce moment-là, surtout, était vraiment très sous l'emprise des drogues, et notamment du LSD. Il en prenait beaucoup, etc. Et à mon avis, il prenait deux, trois autres trucs, etc. Ouais. Aller en Inde, mine de rien, pour eux, surtout à l'époque, et notamment pour John Lennon, Ça les a sevrés un peu. bah non voilà, Ouais. c'était avant tout une opération de sevrage, etc. Et Lennon, qui avait déjà pris contact avec Yoko Ono avant, etc., la première chose qu'il fait quand il revient en Angleterre, c'est de recontacter Yoko Ono, et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent amants. Ouais. Donc, effectivement, très, très rapidement, il va quitter le foyer qu'il avait avec Cynthia, à Weybridge, dans le Surrey. Et il va prendre un appartement à Londres. Et ça change énormément de choses parce que avant, depuis quelques années, la dynamique des Beatles était, il y avait 3 banlieusards, Lennon, Harrison et Ringo Starr, et un Beatle qui vivait à Londres, qui était Paul McCartney. Ouais. Ce qui voulait dire que non seulement Paul McCartney pouvait se permettre de passer beaucoup plus de temps que les autres en studio pour préparer les sessions, etc. Et également que McCartney avait une vie mondaine auprès de l'avant-garde, etc., ce que les autres n'avaient pas forcément. Ouais. De toute façon, là, tu vas me donner des cartes, j'en reparlerai quand on en reparlera quand on va parler du début de l'enregistrement. Vous allez voir que Lennon est d'une humeur massacrante, mais d'abord ils se réunissent chez George, donc c'est ça, pour un peu se réunir et se montrer les uns aux autres ce qu'ils ont écrit en Inde. Enfin, pour enregistrer, Voilà, en tout cas parce sur un matériel un peu basique, sur un petit 4 pistes. Voilà, parce que avant, Et ça, c'est fabuleux. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'avant que George Harrison ne revienne d'Inde, Lennon et McCartney sont extrêmement pris par le lancement en grande pompe de Apple. Ouais. Ils font ce fameux voyage à New York où ils tiennent une conférence de presse pour présenter ce que sera Apple, etc. Electronics. Voilà, et quand ils reviennent de New York, c'est là que George Harrison est de retour enfin d'Inde,
et que là, ils vont un petit peu se présenter les uns aux autres les chansons qu'ils ont écrites là-bas. Donc du coup ça, on espère que pour le 50e anniversaire qui est là dans quelques semaines, on espère que ça va ressortir officiellement. Vous avez déjà quelques extraits dans l'anthologie. Enfin là tu te dis, non mais les mecs ont quand même, ils devaient tellement être privés de tout, sevrés de drogue, etc., qui sont vraiment impliqués dans le boulot, dans l'écriture, et du coup ils reviennent avec une tonne de chansons, quoi. Et qui vont faire même, qui vont pour certaines tenir... Enfin, on retrouve encore, je pense, des chansons écrites en Inde sur les albums solo des uns et des autres au début des années 70. Hein. Notamment Jealous Guy. Bah, notamment Jealous Guy qui s'appelait Child of Nature. C'est vrai, t'as raison que c'est cette session. D'ailleurs, ça me fait penser, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, Age of the Revolution, c'est enregistré pendant les sessions du Blanc et ça sortira juste avant l'album. Voilà. Mais c'est les mêmes sessions puisque Revolution sera enregistré 2 fois, etc. Enfin bref. Donc du coup les chers démos c'est magnifique et alors ça il y a des versions de Back in the USSR hyper dépouillées, on sait pas trop qui chante par moment, enfin on dirait qu'ils se doublent eux-mêmes, on sait pas s'ils font les chœurs ensemble mais j'ai l'impression, en tout cas à l'écoute de ces bandes on se dit que ça bosse un peu ensemble dans une ambiance assez sympa, ça se trouve ça a été fait en 2-3 jours, je sais pas exactement combien de temps ça a pris mais c'est la pureté, c'est les Beatles purs, sans production, sans rien, quoi. C'est 4 pistes, on a presque l'impression, je sais même pas s'il y a un technicien avec eux, enfin je pense que si, peut-être qu'il y a un mec qui est là, on sait pas. J'espère justement que le livret, si les chers Demos ressortent, sera truffé d'anecdotes à ce sujet, parce que en général c'est le cas avec les Beatles quand ils retouchent à leurs archives. Donc l'enregistrement se passe avec la même équipe technique que les albums précédents, hein, Geoff Emerick, ingé son en chef, et George Martin. En tout cas, ça commence comme ça. Voilà, ça commence comme ça, mais alors ça va au bout de 5 jours vraiment partir en sucette totale. Déjà la première chanson du Blanc travaillée, c'est Don't Pass Me By, qui est d'ailleurs la seule composition écrite par Ringo Starr qui sera... Peut-être c'est Garden aussi, même si on sait qu'en fait ça devrait être co-signé Starr Harrison, mais c'est signé Starr toujours. En tout cas c'est la première, alors oui. mais c'est pas la seule, c'est la première, donc ça part sur ça, et on commence déjà à faire des essais sur Obladi Oblada, ce qui va générer énormément de tension entre Lennon et McCartney, hein, dès le départ. Ils vont passer des soirées entières, parce que McCartney n'est pas content du résultat et essaye de pousser le groupe vers un truc que les autres ne comprennent manifestement pas, même si finalement ça va aboutir 3 semaines après à la version que vous connaissez sur l'album. Premier événement quand même qui arrive assez vite dans le disque, c'est le départ de Ringo. Ah, tu crois que c'est avant le départ d'Emerick ? Oui. Ah, je sais pas. Moi, j'allais raconter une autre anecdote. C'est assez tôt. Alors, raconte le départ de Ringo. Back in the USSR et Dear Prudence sont enregistrés relativement tôt dans la chronologie. Il me semble, moi, que le premier événement, en tout cas, c'est la tension qui règne entre Lennon et Geoff Emerick. Lennon a envie que sa guitare sur Revolution sonne vraiment agressive. Il lui dit, en gros, Lennon avait pour habitude de communiquer avec Emerick en disant ouais, je veux le son le plus puissant que la Terre ait jamais imaginé, alors qu'un McCartney aurait plus abordé la chose de façon un peu plus technique et précise. Et Lennon hurle sur Geoff Emerick en disant plus fort, plus de son, putain, l'armée ça t'aurait fait du bien de la faire et tout. Et Emerick ne supporte plus cette tension, la pression que Lennon lui met. Il reconnaît plus John d'avant, qui pouvait être quand même. On sait que Lennon a toujours été connu pour ses sauts d'humeur, etc. Mais là, c'est un truc qu'il maîtrise plus du tout et ça va précipiter le départ de Geoff Emerick au bout de 5 jours. Et, il se retrouve au pub un soir avec les autres et le lendemain, il leur dit je quitte le groupe, j'arrête, je vais m'occuper d'autre chose. Et il prend EMI à l'époque lui file 3 semaines de congé, et il part pêcher, etc. Mais enfin, Geoff Emerick, qui est quand même fondamental dans l'enregistrement de Sgt Pepper et de Revolver et de Sgt Pepper, s'en va. Et du coup, en fait, c'est intéressant. Il sera aussi génial. Je pense qu'il y a l'aspect humain, mais il y a aussi l'aspect qu'il est un petit peu perdu par le fait que les Beatles ne lui demandent plus la même chose que ce qu'ils lui demandaient sur Revolver et sur... c'est ce qui apparaît assez vite sur le début de l'enregistrement. Oui, mais c'est toujours d'habitude adapté, et ils ont toujours su communiquer d'une façon agréable. Mais là, justement, ça allait toujours dans le sens d'un son sophistiqué, d'une production riche, etc. Alors qu'effectivement, là, ce qui est demandé,
c'est un côté nu, un côté Ouais. vif, un côté sale. Un côté punk. Oui, enfin, le terme n'existait pas à l'époque. Oui, non, mais Finalement, finalement, c'est ça. anachronique Ouais. de parler de ça. Oui. Mais effectivement, c'est ça sans doute qui le déconcerte beaucoup. Et en fait, ce qu'on dit aussi assez vite, c'est que Non, mais il y a un assez comportement vite, d'un connard, là, sur cette assez, histoire-là. assez vite, petit à petit, c'est un système de laboratoire, de division en laboratoire. Suivant lequel l'album va se faire. C'est-à-dire, il y a Paul dans son coin, il y a George dans son coin, il y a John dans son coin, et puis tout le monde, etc. Et ça va finir par aussi lasser George Martin. Oui, tout à fait. Ben, George Martin, d'ailleurs, qui va avoir de moins en moins de pouvoir au sein du groupe. Et là, donc, le dernier souvenir de Geoff Emerick d'une session, d'un morceau qui sera sur le blanc, qui est agréable, c'est en fin d'après-midi, McCartney qui arrive et avec une nouvelle chanson qu'il lui joue, c'est Blackbird. Et Paul McCartney lui dit j'aimerais bien que ça sonne comme si ça avait été enregistré dehors. Et Emerick lui suggère pourquoi on va pas dans la petite cour. Et du coup, c'est ce qu'ils font. McCartney enregistre dans la petite cour de Abbey Road. Et donc, paraît-il, dans la version de Blackbird, vous avez notamment des vrais oiseaux, pas seulement des oiseaux ajoutés, il y en a aussi, mais vous pouvez entendre de vrais, peut-être Blackbird dans la chanson. Donc ça, c'est assez chouette. Et évidemment, tu en parlais, et là, on va y aller franco. Je pense que c'est la première fois qu'un Beatles claque la porte. C'est Ringo qui pète les plombs. Ouais. Alors, ce qui est raconté dans l'anthologie, c'est et qui est d'ailleurs Ringo, à chaque fois qu'il est interviewé, raconte l'histoire de la même façon. Oui, j'en avais marre, j'avais l'impression d'être moins bon que les autres, donc je suis parti. Il a un peu boudé en fait, il a attendu que les trois autres viennent frapper à sa porte et lui disent Ringo, reviens. Il fait non, vous êtes beaucoup mieux sans moi, je suis nul, etc. Et tout le monde lui répond ah bon, mais je croyais que c'était vous trois. Et voilà, et la scène se répète pour John, George et Paul. Finalement, il revient quoi. Il va finir par revenir, mais ça Mais va. en attendant, il bosse. En attendant, c'est pas pour ça qu'ils arrêtent tout le truc. Et Back in the USSR dont tu parlais, où et c'est Dear Prudence. Ouais. Et donc, McCartney fait de la batterie sur les deux. Ouais. Putain, la vache. Et c'est vrai, c'est Back in New York, c'est un super morceau. Déjà, la compo en tant que telle était hyper efficace dans les chères demos. Puis c'est extrêmement drôle en plus, le parti pris, le parti oui. pris de faire un russe sur un truc de Chuck Berry, voilà, Back in un the peu Beach USA. Boys, Non, c'est génial. un russe qui vient de D'ailleurs, vanter, peut-être que l'influence Mike Love. Bien sûr, mais tout à fait. Justement, bien sûr, pour mais ça. tout à fait. Et c'est parfaitement assumé. D'ailleurs. Du coup, là, on peut y aller. Hein. Back in the USSR ouvre la face A. Et du coup, ça s'enchaîne sur la 7ème merveille du monde. Dear Prudence. Rien que d'en parler, j'ai les frissons. Dear Prudence avec, j'allais dire, tous les aspects des Beatles qu'on aime. Bon, moi, Ringo, mais en tout cas, les petites parties lead de George Harrison. Et puis et quand Lennon se met à vouloir être doux et à rentrer dans le rang, c'est une bouffée d'air, d'oxygène. Et ça, Dear Prudence, ça a été écrit justement par la sœur de Mia Farrow, Prudence, qui apparemment en Inde tripait un peu et restait constamment enfermée dans sa chambre. Et tout le monde lui disait allez, viens Prudence, viens prendre l'air et tout. Et elle voulait rester tranquille en fait. Donc ça veut dire quand même que quand c'était les femmes, Lennon pouvait se montrer un peu plus conciliant par rapport à ce pauvre Geoff Emerick, donc qui a quitté les sessions. Et du coup, ça ressoude un peu tout le monde, je pense. Le fait que Geoff Emerick se barre, que Ringo se fait une crise d'ego, et du coup ils vont se ressouder quoi. Il y a des moments dans l'album, notamment je pense à Yard Blues qui est enregistré à l'ancienne dans un studio. Mais je pense que aussi autre instrument, autre élément qui vient ressouder un petit peu le groupe en milieu d'enregistrement, c'est mine de rien la sortie du single de Hey Jude et de Revolution, qui est super bien accueilli, qui est leur plus grosse vente de single quand même à l'époque, hein, il faut quand même pas l'oublier. C'est vraiment quelque chose qui mondialement devient à l'été 68 quelque chose de très très fort. C'est assez rigolo. C'est l'espèce de deuxième tube de l'été consécutif qu'ils ont après avoir eu All You Need Is Love l'année précédente en 67. Tu te souviens de quelle date, juste pour moi C'est en juin 68. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. Voilà, il y a cette fameuse vidéo avec David Frost. Avec David Frost. En fait, c'est leur première apparition en live depuis des années, quoi. Bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Oui, d'ailleurs, ils essayent de mimer un peu le générique, et c'est assez maladroit, c'est marrant, quoi. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo sur One, justement, où il y a les commentaires de McCartney qui est assez ému de revoir
tous ces gens qui avaient été choisis pour la figuration, qui étaient en fait une espèce de représentation de la société de l'époque. Voilà. Et donc on a l'infirmière, le mec de l'armée, et il y a aussi pas mal d'Applescroft dont tu parlais tout à l'heure, des fans, le clodo du coin, et tout le monde apparaît en fait au moment des nanana. Enfin, c'est vrai que ça ressoute un peu. Je leur dis, et c'est quelque chose qui à mon avis était vraiment extrêmement fort chez les Beatles, etc. et que m'avait été confirmé par un de leurs collaborateurs artistiques, Dudley Edwards, qui venait aussi du nord de l'Angleterre. C'est à quel point vraiment, à chaque fois dans ses conversations avec les Beatles à l'époque, parce que lui c'est vraiment à cette époque-là qu'il les fréquentait. C'est quand il repeint la Rolls-Royce de... Ouais. Et puis en tout cas c'est lui qui a fait ça. Et après il va repeindre aussi la maison de Ringo Starr. Et il dit vraiment que les Beatles étaient vraiment préoccupés pour ne pas être dans leur tour d'ivoire. Ils voulaient vraiment avoir le pouls de ce que les gens ressentaient dans leur vie quotidienne. Ils voulaient pas du tout être uniquement dans une espèce de jet set, dans l'espèce d'entre-soi. Et ils voulaient vraiment parler aux gens dans leur quotidien, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que Hey Jude, le single rebooste un peu les Beatles, c'est au détriment un peu de John Lennon qui arrive avec cette idée de Revolution, en se disant voilà, vous voulez écouter notre nouveau numéro 1, ben voilà, je vous enregistre Revolution, et puis derrière il y a Paul qui a fait moi j'en ai une, c'est Hey Jude, et même Lennon constatait elle est vachement potentiellement plus commerciale, et c'était encore un peu dans un esprit de compétition saine entre les deux, quoi. Et souvent Lennon devait s'incliner devant le fait que les chansons de McCartney avaient quand même un potentiel plus commercial. C'est le moins qu'on puisse dire. Hey Jude sera numéro 1 encore une fois. Et puis une fois de plus, voilà. Non, et puis une fois de plus, leur single le plus vendu. Leur single en plus le plus vendu, et puis qui reste peut-être la chanson, moi en tout cas pour avoir vu pas mal de concerts de ces grands artistes, je pense que c'est la chanson qui génère le plus qui fédère le plus dans un concert. Je veux dire, c'est incroyable. Vraiment, d'un côté il n'y a pas de parole, nanana, mais tout le monde reprend, vieux, jeune, noir, blanc, jaune. Enfin, je suis un peu utopique en disant ça, mais c'est vraiment, quand vous allez voir McCartney et Jude, on a beau se moquer on peut se moquer parce que on s'est entendu 10 000 fois, mais c'est assez impressionnant de voir ça, quoi. Jusque dans les... jusqu'aux Jeux Olympiques. Jusqu'aux Jeux Olympiques, et puis moi j'ai des souvenirs, avoir vécu en Angleterre dans un quartier assez étudiant, et puis très régulièrement, j'entendais à 2 ou 3 heures du matin des étudiants ivres qui rentraient chez eux en chantant nanana. Et je me demande même s'il n'y a pas certains copes de foot qui chantent ça aussi. Bien sûr. Donc vraiment. Oui, Manchester City, je crois que c'est un truc officiel de Manchester City, oui. Donc on va essayer de revenir un peu à nos moutons, même si on est absolument dans le sujet. Donc il y a donc en fait un peu malgré donc ce répit de Hey Jude Revolution, vite on retombe dans les tensions et on ouvre quasiment les 3 studios en même temps pour que les Beatles puissent bosser séparément sur leur compo propre à chacun. Et à ce moment-là, celui qui va vraiment avoir une énorme importance, dont on ne parle absolument jamais, c'est le tout jeune Chris Thomas. Voilà, c'est ce que j'avais demandé, parce que c'est lui qui remplace... Voilà, George Martin part en vacances. Ah oui. Et un mec venu d'absolument nulle part, qui a je crois 19 ou 20 ans, est appelé pour... George Martin lui dit tiens, voilà les Beatles, moi il me saoule, tu alors qui remplace Emmerich du coup, parce que c'est vrai que... C'est Ken Scott. Alors c'est Chris Thomas, Ken Scott. Du coup les Beatles se retrouvent sans leurs deux... parce que les Beatles ont toujours été les 4 en studio, plus Martin et un ingé son. Et là du coup les Beatles se retrouvent à 4, sans Martin, sans Emmerich, et ni Norman Smith qui est parti depuis longtemps. Voilà. Mais donc avec Chris Thomas et Ken Scott. Et là Chris Thomas va faire des miracles. Même s'il me semble que Hey Jude, pour la petite anecdote, est enregistré à Trident avec Glyn Jones d'ailleurs. Oui, sans doute. Oui. Et d'ailleurs, il y a une erreur de mixage. Mais ça, relisez parce qu'en fait, Trident avait plus de pistes que Abbey Road, et McCartney voulait profiter d'un, je sais pas si c'était un 8 pistes. Je me demande s'il n'y avait pas aussi une histoire de droit de bois. Enfin, puis les Beatles n'avaient pas toujours le droit, c'était un peu compliqué pour eux d'enregistrer. Oui, à cause des syndicats. À cause de EMI, il y avait des heures particulières, etc. Et que c'est une époque quand même. Ils pouvaient faire des extras beaucoup plus facilement à Trident, qui était un peu plus cool, quoi. J'aurais une autre parenthèse, juste pour vous dire quand même qu'à cette époque-là, toujours, et jusque finalement aux derniers enregistrements qui finiront sur Abbey Road, de The End,
qui est une des dernières sessions où les 4 Beatles sont présents en studio, les Beatles ont toujours la même camionnette qu'au départ et les mêmes instruments. C'est ça qui est assez dingue. Tu disais que les Beatles voulaient toujours rester proches, pas tomber dans le jet set et tout ça. C'est un peu une illustration de ce que tu disais, quoi. C'est incroyable. Moi, ça m'a toujours paru incroyable. Que ces mecs-là n'ont jamais investi dans plus d'instruments ou alors en plus de matos pour déplacer les. Enfin, ils avaient toujours une camionnette et. Allez, il avait jeté une Rickenbacker en 67, mais sinon c'était la basse au violon, les mêmes guitares. C'est toujours le même matos musical sur lesquels les Beatles ont joué. Voilà, parenthèse. Peut-être une illustration du fait que les Beatles étaient radins, non. Non, mais surtout mettaient la chose qui les importait, c'était les chansons. Ouais, mais ça s'entend d'ailleurs. Hein. Parce que même quand tu écoutes l'anthologie, tu te dis ça aurait pu sortir tel quel, parfois tellement que les chansons sont d'une puissance incroyable. Donc l'ouverture de plusieurs studios et l'apparition d'un intervenant extérieur, de musicien extérieur. Pour la première fois, il y a Clapton qui vient prêter main forte. Sur la composition de George Harrison. Ce qui est intéressant en fait, c'est que While My Guitar Gently Weeps est une chanson en laquelle George Harrison croit beaucoup, mais vu le climat de relative indifférence et de renfermement sur eux-mêmes qu'il y a au niveau des Beatles, George Harrison qui, bon, de toute façon depuis les débuts était vraiment rabaissé en termes de compositeur, etc. Il n'arrive pas à imposer les trucs, etc. Et il y a une version parfois superbe. À juste titre, hein, Il y a une version superbe qui a quand même été enregistrée, juste guitare, orgue, George à la guitare et Paul à l'orgue, qui se trouve sur Anthologie 3. Mais George souffre du désintérêt des Beatles pour cette version. Il a l'impression que cette version-là ne sera pas sur le Final Cut. Ah ouais, mais c'est une démo. Hein, et c'est en ça que George décide d'appeler son copain Eric Clapton à venir faire une session pour essayer d'en faire une version. C'est peut-être ça du coup qui donne de l'intérêt aux autres, le fait que Clapton soit présent et du coup tout le monde se met à bosser dessus. En tout cas, comme George Harrison le dit magnifiquement sur l'anthologie, dans ces périodes de tension-là, amener quelqu'un d'extérieur au groupe était vraiment souvent un bon moyen de remotiver tout le monde, puisque les gens n'ont pas envie, avec la présence de quelqu'un d'extérieur, de se comporter mal. que cette personne sache qu'ils sont aussi vicieux les uns envers les autres. Ouais, c'est ça. Mais ils vont reproduire ça d'ailleurs après sur Get Back avec Billy Preston. L'autre intervenante extérieure, mais qui ne participe pas beaucoup, c'est la présence permanente de Yoko Ono. Alors là, il y a des anecdotes absolument géniales. Il y a cette petite japonaise qui va finir par toujours être à moins d'un mètre de Lennon sur toutes les sessions, quoi. Voilà. À tel point qu'on raconte qu'elle l'accompagnait même aux chiottes, quoi. Enfin, il y a un souvenir qui me revient. Enfin, c'est pas un souvenir, malheureusement, j'aurais bien aimé vivre ça, mais Geoff Emerick décrit très bien ses souvenirs. Et il se rappelle en fait qu'une fois tout le monde était à la console en train de réécouter un morceau et depuis la vitre, ils observaient Yoko Ono qui s'est jeté sur un paquet de gâteaux qui appartenait à Harrison et Harrison ça lui a jappé, il a crié la salope, elle va me piquer un gâteau. Et du coup voilà, ça décrit bien le fait que les Beatles étaient toujours 4 et là ils sont 5 en bas. C'est incroyable quand même que Yoko Ono que Lennon ait dit à Yoko non tu t'imposes, tu viens, et que Yoko Ono d'elle-même s'est pas dit non mais John vaut mieux que tu bosses avec les 4 autres. Enfin je sais que c'est un débat qui a été qui existe depuis toujours, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est quand même bon, ils étaient amoureux, ils avaient envie, leur théorie c'était on veut passer tout le temps ensemble, on veut pas perdre une seconde l'un pour l'autre. Mais pour les autres ça devait être super difficile, quoi. Oui. C'est un peu comme la meuf d'un pote un peu embarrassante, tu vois. Oui. Sauf que là, ils sont dans le boulot. Je veux dire, à la limite, si tu veux un dîner un soir, que la meuf de ton pote est relou, bon, tu reviens pas dîner, tu vois. Mais là, elle est toujours au boulot, quoi. Et je pense que McCartney s'est fait piquer un peu son pote par Yoko, quelque part. Du coup, il n'en avait plus que pour Yoko, il s'intéressait plus aux autres, quoi. Il n'avait plus de temps à consacrer à qui que ce soit. Oui, effectivement, mais bon, je pense que quelque part, les autres étaient évidemment vivaient ça mal, mais étaient aussi conscients de l'état de détresse intense de Lennon, et que la reprise d'intérêt, même s'il devait être très difficile à vivre, mais le grand dynamisme de Lennon, quand même, il faut quand même souligner le rendement qu'a Lennon, etc. Quand vraiment
Quand il s'y mettait, quoi. L'année et demie qui précède, sur Revolver, sur Sgt Pepper et sur Magical Mystery Tour, il fait de très grandes choses, mais il ne fait que ça, quoi. Il peine énormément à fournir du matériel. Ouais. En studio, il participe vraiment à minima. Pas trop sur les compos des autres, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, je pense que voilà. Et il y a un exemple qui est un peu lié. Et après, on va parler quand même des très bonnes choses, parce que cet album est quand même un des meilleurs albums de tous les temps. Comme on dit de chaque album, d'ailleurs, on va finir par appuyer de crédit, mais on ne l'était plus dès le premier épisode. C'est vrai. C'est Revolution Number 9. Oui. Alors, en fait, comment on peut parler de ça? Voilà, Lennon se croit le premier des avant-gardistes, en gros, et veut imposer cette espèce de bricole. Et il y a même deux exemples. Il y a Revolution Number 9 qui est sur l'album, et il y a un autre morceau que vous retrouvez sur l'anthologie 3, c'est What the New Mary Jane. Et lui est persuadé que c'est la direction dans laquelle doivent aller les Beatles, sous la houlette de Yoko Ono, forcément. Enfin, en tout cas, je pense que Yoko Ono lui disait, vas-y, pousse pour qu'on fasse un peu de l'avant-garde. Hein, en tout cas, il voulait que les Beatles fassent un témoignage de cette influence-là. Et puis non, c'est génial d'avoir ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est génial d'avoir ça. Franchement, là, on va pas débattre, mais si. Aussi, on va débattre. Oui, non, mais si c'est génial, ça que tu veux dire. Non, mais Revolution Number 9. C'est un peu comme nos podcasts. Est-ce qu'on va souvent au bout? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi j'ai du mal. Je trouve que c'est bon. En tout cas, les autres ne veulent pas que ça soit dessus. Et là, ça crée vraiment une grosse dispute entre Paul et John. Non, mais je pense que pour le coup, McCartney. Non, je pense que Harrison, en plus, y a participé de façon active. Donc Harrison n'est pas contre ça. Je pense que George Martin y est opposé. Et je pense que McCartney, lui, c'est un entre-deux parce qu'il est un petit peu vexé. Parce que c'est lui qui faisait les expérimentations. Mais voilà, c'est ça. Avant. McCartney le fait depuis déjà plus d'1 an. Et jamais il a dit on va faire ça parce que je viens d'inventer ça chez moi. Bah oui. Je veux dire, il pouvait faire ça chez lui, ou tu vois, pourquoi imposer ça sur le disque des Beatles? C'est pas un morceau des Beatles. Justement parce que voilà. Et en plus, ils avaient utilisé ce genre de collage sur Tomorrow Never Knows, c'était très bien. C'est ça l'album blanc. C'est ça l'album blanc, c'est une mise à nu. Et je trouve que la pertinence de ce morceau tient là-dedans, dans cette volonté conceptuelle de se mettre à nu. Jamais je voudrais je voudrais enlever quoi que ce soit au double blanc. Hein. C'est pour ça que c'est génial d'en discuter. C'est pas ce que je veux dire, mais le débat a vraiment lieu d'exister, quoi. Et du coup, on peut opposer. Tu disais que John redevenait hyper prolifique parce qu'il retrouve l'amour quelque part et il va donner genre. On a parlé de Dear Prudence déjà, mais Happiness is a Warm Gun, si c'est pas un des plus grands morceaux des Beatles aussi. J'ai pas envie. Oui, bien sûr, mais c'est pas forcément qu'il retrouve l'amour, c'est qu'il retrouve sa personnalité. Oui, à travers sa personnalité, les yeux du Yoko. Sa personnalité, oui, et puis à travers aussi la fin de sa fascination, de son abandon à l'acide. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça le problème qu'il avait jusque-là. Et donc, il arrivait à traduire ça de façon merveilleuse dans une écriture très très Lewis Carroll, etc. Genre I am the Walrus et tout ça, machin. Ah. Mais il perdait en personnalité, lui n'existait plus. Et l'album blanc, ce qu'on écoute dans l'album blanc, c'est un John Lennon qui existe à nouveau, etc. Alors, effectivement... On peut. Alors refaisons un peu qu'est-ce qu'il y a de Lennon sur le blanc. On a parlé de Dear Prudence. Dear Prudence, Glass Onion. Ah, Glass Onion, c'est vrai que c'est formidable. Voilà. Mais Glass Onion qui est encore un peu dans l'esprit I Am the Walrus au niveau du texte, non, tu trouves pas? Un petit peu, mais avec dans ta façon de chanter, il y a un côté. Bon, de toute façon, voilà quoi. Lennon avait cet instinct naturel d'avoir de la personnalité dès qu'il se mettait derrière un micro. Donc on a aussi The Continuing Story of Bangalow Bill. J'allais parler de Happiness is the Warm Gun. J'allais parler de ce dont tu parles, de l'influence de Donovan qui est sur Julia, qui est une chanson sur ça. Julia. Sur sa maman qui est d'une tendresse. Oui, à la fois sur sa maman. En tout cas, c'est le prénom de sa maman. Et sur Yoko Ono. Et sur Yoko Ono, bien sûr. On a aussi Good Night. D'ailleurs, il paraît qu'il existait une démo chantée par lui-même qui était magnifique, selon Emmerich toujours, mais qui a disparu à tout jamais et donc qui a été refilé à Ringo Starr parce que je crois c'est une berceuse qui chantait à Julian, je crois, et donc il n'a pas voulu assumer ça, donc il l'a refilé à Ringo. On a d'autres trucs de Lennon. Il y a Air Blues.
Yeah, blues, everybody's got something to hide except me and my Ah, monkey. c'est incroyable. Sexy Steady. Et ce qui est un peu injuste parfois, c'est que quand Lennon écrivait un bon morceau, je veux dire, tout le monde était derrière lui. Ce qui n'était pas forcément le cas pour McCartney. McCartney, il devait se battre seul hein, avec ses propres compos. Des Oui, fois. mais aussi, aussi, je pense, pour la raison que tu évoquais tout à l'heure par rapport à Jeff Emerick, parce que les autres étaient assez Ouvert aux idées des autres, ouais. Ouais, et puis surtout, les autres étaient assez maris du fait que McCartney soit aussi dirigiste, aussi précis sur ce qu'il D'où attendait. l'exemple de Obladi Et donc, Oblada, ouais. vu qu'il sentait que les gens étaient moyennement motivés, au final, il préférait souvent faire tout lui-même. Ouais. Tandis que Lennon laissait beaucoup plus l'instinct de chacun y aller. Voilà, Ringo Starr a toujours dit de façon un peu triviale ouais, moi je préférais John parce que John c'était plus rock'n'roll. En fait, Ouais, je pense que ce qu'il voulait dire c'est que John était moins relou et que Lennon le laissait exister quand McCartney était limite à lui choper les baguettes, quoi. Bah, ou en tout cas lui faisait une petite remarque, genre t'as pas fait le coup de cymbale à ce moment-là, Ouais, etc. moi, ça pose pas de problème voilà. quand t'es dans une dynamique de boulot, c'est juste que McCartney est un perfectionniste alors que Lennon est survolé plus. Le concept était plus important chez Lennon que l'exécution en fait. Voilà. Une fois que Lennon disait en gros ouais je veux que ma voix sorte comme si je chantais du haut de l'Himalaya, voilà, peu importe comment c'était réalisé, tandis que McCartney était aussi intéressé par la production, ce que sa carrière solo démontrera par la suite. Du coup bah voilà, on a cité beaucoup de choses. Il y a aussi une chanson quand même qu'il faut évoquer, je pense, qui est Helter Skelter quoi. Je pense que c'est une réponse à la phrase de Pete Townshend qui avait dit ça y est, à la sortie d'I Can See 4 Mile, on va sortir le single le plus rock, le plus bruyant qui ait jamais été fait. Et la réponse de McCartney à Pete Townshend sera Helter Skelter. J'ai pas envie de faire encore un anachronisme de punk, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette chanson géniale quoi, enfin, d'une violence incroyable, une façon de chanter démente. Ringo Starr qui tape comme un bœuf au point d'en avoir des ampoules, comme il le dit lui-même à la fin du morceau. Enfin, c'est vraiment une chanson incroyable quoi, non Bah tout à fait. Bon, voilà. qui va être en plus, qui va être malheureusement associé au terrible crime de la Manson Family un an et demi après, mais oui. Oui. Enfin bon, après, sans parler on fera un podcast sur la mort de Paul, hein, un de ces jours aussi, ça n'a rien à voir, mais tous les messages cachés que les gens entendaient dans le disque des Beatles, c'est ça. Mais bon, pour nouvelle illustration du fait que voilà, les Beatles était l'espèce de miroir, l'espèce de table de la loi que la population des années 60 consultait, un peu comme une espèce de boule de cristal, quoi. Ouais. C'est vrai, ce qui est incroyable sur cet album, en fait, c'est qu'en fait, les Beatles explorent absolument tous les styles de musique, quasiment, enfin, en tout cas de l'époque. Je veux dire, il y a du ska, donc l'ancêtre du reggae. Il y a des morceaux country aussi. Il y avait déjà des incursions country comme I've Just Seen a Face, mais là, on retrouve Rocky Raccoon. Il y a Don't Pass Me By, il y a aussi les côtés country. Ouais, un peu moins réussi de mon point de vue. Mais quoi d'autre du rock, quasiment hard rock avec Helter Skelter, quasiment 3 mois avant, même 1 an avant, non, 3 mois, enfin presque un peu avant les premières sessions de Led Zepp. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme style du folk écolo, genre Mother's Nature Son. Voilà, même des collages, du coup, elles ont leur place. Voilà. Avec Revolution Number 9, on l'a déjà évoqué. Les chansons de grand-mère de McCartney, des chansons un peu rétro comme Honey Pie. Honey Pie. On a toujours ces espèces de complaintes de Lennon dans I'm So Tired. Enfin voilà, c'est un album d'une richesse incroyable. Et il y avait le fameux débat et on pose la question aux 4 Beatles, aux 4 malheureusement, aux 3 Beatles. Ah là là, quel malheur et quel bonheur d'un côté qu'Harrison n'ait pu participer à ça, parce que toutes ces interviews ont dû être filmées entre 93 et 94, 13, 15, 13, 14, 15. Est-ce que l'album aurait-il dû être simple pour plus de cohérence? Moi je réponds non, hein, comme Paul. Comme Paul qui dit après tout je vous emmerde, c'est le double album band des Beatles quoi. Voilà, donc écoutez, c'est un album un peu foutoir, mais dans le bon sens du terme, un peu l'image de notre podcast. Oui, mais qui restera un long podcast, double album. Et parlons de la pochette du disque aussi. Pourquoi commandé à Richard Hamilton, donc qui était vraiment le gourou du pop art. C'est bien réussi, hein. Le gourou du pop art. Monochrome de. Et justement, formidable quoi, le gourou du pop art, etc. Qui donc c'est McCartney qui va le voir, ouais. etc. Qui lui dit
voilà, donc, il lui demande un peu qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis justement, donc, il vient avec cette idée d'essayer de... il comprend le bazar un petit peu qu'il y a dans le groupe, le manque d'identité et d'unité sur l'album. qu'il y a sur l'album, etc. Et donc, il a d'abord l'idée de ces collages de photos qui seront à l'intérieur. Dans le Gatefold, enfin dans le poster. Voilà, qui font ce magnifique poster qui a à l'intérieur. Qui a dû faire fantasmer des tonnes de gens, et qui nous fait encore fantasmer presque. Bah, oui. Enfin, pas presque. Et qui a dû être affiché dans des chambres de beaucoup de gens. De bonasse. Bah oui, et de moi aussi. Hein, j'avais une bonasse, aussi, hein, Benjamin. c'est vrai. Et donc, effectivement, Richard Hamilton qui a cette idée géniale pour à la fois montrer cette mise à nu des Beatles et aussi faire complètement l'inverse de l'excès d'informations qu'il y avait sur la pochette de Sgt Pepper, d'en faire cet album blanc et numéroté, édition numérotée, ce qui fait le bonheur quand même des quelques premiers, parce qu'ils ont arrêté vite, hein, je crois. Oui, mais voilà, moi je sais que mon papa avait une édition numérotée de l'album blanc. Ah bon, je pensais qu'il s'était arrêté au, je sais plus, 1000 numéros. Non, copie, il y en c'est avait plus, alors. que ça, il y en avait plus que ça. Il a un pressage anglais, ton papa? Il me semble, oui. Ouais, c'est marrant. Il me semble. En tout cas, les 4 premiers numéros, c'était les 4 Beatles. Oui, hein, et puis ça. bah, d'ailleurs. Ringo en parle, non, c'est ça? Bah, notamment, il en parle, mais surtout, le numéro 1 a été. Le 000001 a été vendu aux enchères il n'y a pas longtemps. Ah. Vente aux enchères de Ringo Starr. Alors que c'était l'album de John Lennon. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est parce que quand John Lennon est parti définitivement aux États-Unis à l'été 1971, il vivait à l'époque à Tittenhurst Park, la fameuse résidence où il y a complètement les images filmées. où tous des images filmées de l'album Imagine sont prises. Et il refile la maison à Ringo Starr. Et en plus de la maison, il y avait toutes ces affaires que Lennon n'avait pas emportées aux États-Unis. Et parmi les affaires qu'il avait, il y avait cette fameuse copie 0001 de l'album blanc qui a donc été récupérée par Ringo Starr. Prix, mais ça doit, et c'est pour ça un riche personnage doit être très content de posséder cet exemplaire. J'espère surtout qu'il écoute le disque, quoi, parce que c'est surtout ça. On fantasme beaucoup les objets et tout, mais réécoutez-vous le disque. De toute façon, je pense que sur le blanc, on n'a pas de souci à se faire. C'est un album qui va continuer à s'écouter. Puis d'ailleurs, on attend la réédition. Et vu que les Beatles font bien les choses, on espère avoir ces chères démos dont on parlait tout à l'heure et peut-être d'autres trucs. Il n'y a pas grand-chose de filmé. On sait qu'il y a 2-3 images de Paul qui joue Blackbird dans le studio. On en voit un peu dans l'anthologie. Hey Jude aussi. Tout l'enregistrement de Hey Jude a été filmé. C'est des choses qui sont assez connues Godard, sur YouTube. Cette fois. Non, mais je crois que c'est des séances, ça doit être à Trident, mais ça existe. Il y a pas mal de choses qui sont filmées finalement de l'album blanc des Beatles travaillant en studio sur l'album blanc. C'est d'ailleurs étonnant qu'on soit le 19 septembre et qu'on n'ait pas du tout d'infos là-dessus. Ça commence presque à m'inquiéter. Vu que c'est sorti en novembre, ça devrait quand même pas tarder à... Peut-être qu'il y a eu aussi le fait que McCartney faisait la promo pour son propre disque qui sort là. Qui est sorti d'ailleurs, Egypt Station. C'est quand même sympa de faire un podcast Paul McCartney, enfin Beatles, pardon, c'est un lapsus. Tout en sachant qu'hier il a donné un concert au Québec, ça veut dire qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et eux aussi, enfin eux, les deux qui restent, qui sera le dernier Beatles, ça sera un prochain podcast. D'accord, d'ailleurs on fait un truc téléphonique. Si Paul meurt en premier, tapez 1. Si Ringo meurt en premier, tapez 2. Exactement. Et en tout cas, double blanc, album exceptionnel, podcast exceptionnel. Je pense qu'on a battu le record, 42 minutes. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas de parler de ça avec vous. Likez la page, on en vaut bien la peine et en plus je vous assure, on progresse. Je vous embrasse à tous et on embrasse bien Benjamin qui était là pour une fois. Bisous à tous.